Mesdames, Messieurs, on va vous demander de prendre place. On va pouvoir commencer cet après-midi de conférence. Oui. Bon. Voilà, ça devrait marcher. Bien, bonjour. Je me présente, je suis Thierry de Mazancourt. J'ai le plaisir d'être le directeur de cette école qui vous accueille aujourd'hui. Et c'est un grand honneur pour nous, d'accueillir aujourd'hui M. Luc Julia, vice-président du groupe Samsung et professeur. C'est également un grand honneur d'accueillir le président d'Alès Agglomération, ainsi que nos nombreux élus, et puis vous tous, nos partenaires. Je vous appelle comme ça, nos partenaires de Leader Alès, puisque avec l'école des mines, je crois qu'on a l'occasion de développer de très nombreuses relations pour le bénéfice mutuel de nos élèves, et puis on l'espère de vos entreprises. Mais en fait, j'en suis un petit peu convaincu, parce que je pense que si ce n'était pas le cas, on le saurait depuis longtemps, même si on peut toujours s'améliorer. Donc, je ne vais pas être long. Comme je vous le disais, c'est un grand plaisir de vous accueillir à double titre. Donc, le premier, je viens de le dire, parce que c'est toujours agréable d'accueillir ses partenaires, et puis surtout une sommité comme M. Julia. Et puis la deuxième, c'est tout bête, c'est simplement parce qu'on peut encore le faire. Et en ces temps un peu difficiles, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en tant que votre hôte aujourd'hui, je voudrais simplement, avant de donner la parole à Alexandre Coulet pour l'animation de cette réunion, vous rappeler les consignes sanitaires qui sont en vigueur ici. Voilà, je sais bien que c'est pas drôle, mais les temps ne sont pas drôles, je le dirais juste comme ça. Et grâce à leur respect, on peut vous accueillir aujourd'hui et on voudrait que ça puisse continuer dans l'avenir. Donc pour être sûr de ne pas en oublier, et parce qu'on prend ça au sérieux, j'ai fait une liste. Donc, la première des consignes, c'est pour venir ici, vous n'avez pas de symptômes de la maladie, et vous avez vu qu'on a mis des thermomètres pour ceux qui douteraient. Et donc, on vous demande, normalement on vous l'a dit, mais si vous avez des doutes, prenez votre température, et si elle est positive, on vous demanderait de bien vouloir quitter l'école. Voilà, je vous ai dit que ce n'était pas drôle, mais c'est comme ça. Le port du masque est obligatoire, donc ça, tout le monde le fait, c'est parfait. Bien sûr, le respect des distances de sécurité d'au moins 1 mètre. Vous voyez que donc notre grand amphi a divisé par 2 sa capacité d'accueil, puisqu'il n'y a qu'un siège sur 2. Voilà, ça fait partie des règles. Malheureusement, je vous demanderai aussi de bien vouloir ne pas changer de place au cours de la cérémonie. Donc, si vous vous levez pour quelque raison que ce soit, parce que sachez qu'après, toutes ces places sont désinfectées. Voilà, pour éviter les propagations, si vous voulez bien respecter cette règle aussi. Également, ne laissez rien derrière vous, des papiers, des bouteilles vides, évidemment des masques, enfin quoi que ce soit, de manière à faciliter le travail des équipes de nettoyage, parce que sinon les équipes de nettoyage, quand elles passent, il faut des déchets spéciaux pour... Enfin bon, c'est compliqué, je ne vous fais pas de dessin. Vous avez de quoi vous laver les mains. Il y a des bouteilles de gel hydroalcoolique, évidemment, en haut. Il y a aussi des lavabos avec du savon, pour ceux qui le souhaitent, dans le grand hall là-haut. Pour les échanges entre l'estrade et le public, donc, vous avez observé qu'on a des règles très strictes sur l'utilisation des micros. Donc, ce que je vous demanderais, si vous voulez bien, c'est si vous avez une question à poser, vous quittez votre place, vous vous mettez dans l'escalier et on vient vous passer le micro qui sera désinfecté avant de vous être passé et qui sera désinfecté quand on le récupérera. Et vous posez votre question et vous retournez à votre place. Voilà. Et enfin, pour la sortie, pour éviter la bousculade, si vous voulez bien sortir par rangée, en commençant par le haut.
Et si vous respectez tout ça, vous nous aiderez à pouvoir continuer à travailler avec une école ouverte. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente réunion. Bonjour. Je souhaitais d'abord remercier Christophe Rivain, président d'Alès Agglomération et président du pôle métropolitain Nîmes-Alès, d'être présent aujourd'hui à cette conférence. Madame et messieurs les élus, monsieur le directeur de l'IMT Mines-Alès, monsieur Thierry de Mazancourt, et monsieur le directeur adjoint Pierre Perdiguier, qui accueillent cet événement et dont je remercie vivement l'implication dans ce partenariat. Chers membres de Leader, chers étudiants, mesdames, messieurs, cet après-midi va se passer en plusieurs étapes. D'abord, une prise de parole, on va essayer de la faire la plus concise possible pour présenter Leader Alès, Alès Agglomération et l'IMT Mines-Alès. Ensuite, ça sera le moment de la conférence avec Luc Julia, suivi d'une partie d'échange entre vous et Luc Julia sous forme de questions-réponses. Et voilà, ça sera la fin de la partie publique. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faudra effectivement sortir de la salle un petit peu comme le 14 juillet, bien rangé. Et ici, donc, s'enchaînera la conférence de presse. Il resteront à cette conférence de presse les membres de Leader et de l'IMT équipés d'un badge Leader. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Leader Alès, Leader Alès est un club d'entreprise territorial et membre du réseau Leader Occitanie, dont je salue le président, Jalil Benabdillah. Leader Alès a pour vocation de fédérer les chefs d'entreprise, leaders d'Alès Agglomération, qu'il s'agisse d'entreprises définies par leur croissance historique, leur stratégie offensive de développement ou par leur implication dans le développement économique local et sociétal. Fédérer, transmettre, rayonner, c'est l'ADN des chefs d'entreprise leaders. Au travers d'événements exogènes comme celui-ci ou endogènes de grande qualité et sous l'impulsion de mon prédécesseur, Jean-Paul Bournonville, la transition numérique a fait partie du programme de nos ateliers depuis quelque temps déjà. Et cette conférence s'inscrit cet après-midi donc dans cette continuité. Nous avons connu le Covid, une accélération brutale, nécessaire et indispensable de l'évolution numérique dans nos entreprises, pour assurer la continuité de service pour certains et une totale mutation pour d'autres. Nos entreprises sont aujourd'hui confrontées de près à cette accélération. Au-delà des équipements de réseau qui ne sont pas encore matures ou tout à fait matures sur le territoire, j'ai pu d'ailleurs exprimer en tout cas l'impatience des entrepreneurs à ce sujet auprès du ministre de la Transition numérique et des Communications numériques, Cédrico, lors de sa dernière visite. Le sujet de l'intelligence artificielle est sur toute l'étape de l'innovation. Nous avons pu encore l'apprécier pour certains sujets du concours Alès Audace. Si nous voulons être compétitifs vis-à-vis de nos concurrents français et étrangers, pérenniser nos projets, l'IA est le sujet d'actualité. Pourrait même parfois se poser le problème de la souveraineté, tant le sujet est devenu stratégique. Alors, organiser cette conférence autour de l'IA, avec l'un des plus grands spécialistes du sujet comme Luc Julia, à Alès, est une opportunité unique et dont nous pouvons être fiers. Cela traduit également notre volonté de s'inscrire dans une trajectoire de projet et d'innovation. Monsieur le Président d'Alès Agglomération, si vous voulez vous exprimer. Monsieur le Président, voilà, on m'a dit qu'on doit me déclencher le petit micro qu'on m'a mis autour des oreilles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, je l'ai allumé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fonctionne? Ça y est? Ça y est, c'est parti. D'autant que le temps nous est compté, c'est très bien, puisque c'est bien sûr pas moi que vous êtes venu écouter aujourd'hui, et je le comprends bien. Monsieur le Président de Leader Alès, mon cher Alexandre, monsieur le directeur de l'école des mines, mesdames, messieurs les élus, mon cher Jalil, monsieur le président de Leader Occitanie et vice-président d'Alès Agglomération, chers étudiants, chers membres de Leader Alès, cher Luc Julia. C'est vrai, quand Jalil, il y a plusieurs mois maintenant, m'avait dit qu'il
travailler avec Leader à vous faire venir à Alès. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis ouais, c'est ça. Luc Julia, avec l'emploi du temps qui est le sien, avec le temps qui passe à travers le monde, je pense qu'il n'aura pas le temps de venir à Alès. Mais comme j'ai grande confiance en mon ami Jalil, je savais qu'il y arriverait. Et donc, en tant que président de ce territoire, de cette agglomération, je suis vraiment très, très heureux et honoré, même si je ne suis pas l'organisateur, puisque c'est bien Leader que je remercie, de vous accueillir. Alors, vous accueillir, effectivement, et écouter la conférence que vous allez nous faire. Je suis un féru du numérique et je suis un féru d'intelligence artificielle à laquelle je crois beaucoup, à titre personnel, et je vous rejoins, je pense, avec beaucoup moins de compétences que les vôtres, sur l'intelligence augmentée dont vous parlez, puisque pour vous, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est une intelligence augmentée. Et je pense que c'est tout l'objet de la conférence que vous allez nous faire. Et surtout, que peut attendre l'être humain, nous, les Alésiens et les habitants de ce monde, dans le cadre de ce défi majeur pour l'humanité, qu'est l'évolution de cette science, avec les dangers potentiels et surtout les intérêts potentiels. Et je pense que nous allons être passionnés par tout cela. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, d'où l'objet de ma prise de parole, c'est que vous êtes sur un territoire ici qui veut investir fortement dans le numérique et dans l'intelligence artificielle. Vous êtes sur un territoire, et dans cette école des mines, dans CIMT Mines d'Alès, qui est l'un des fleurons nationaux de cette recherche, de cette intelligence collective, individuelle, de ce creuset qu'est l'école des mines d'Alès. La ville d'Alès est très fière de participer à ce développement, d'avoir cet institut. Et au-delà de ça, que ce soit l'agglomération ou la ville d'Alès, nous investissons depuis des années sur cette transition numérique, sur ce développement numérique. Et je salue Aimé Cavaillé, me semble-t-il, que j'ai vu, mon vice-président au développement numérique, qui, sous son égide, a pu créer ce campus du numérique sur Alès, parce que nous bénéficions sur ce territoire d'entreprises magnifiques, d'entreprises extraordinaires, leaders dans leur domaine, et qui, dans ce domaine-là aussi, sont en train de se développer. Et le fait de votre présence aujourd'hui met un peu la lumière aussi sur ce territoire innovant qui est Alès Agglomération. Alors, je n'oserais vous lancer quasiment un défi aujourd'hui. Monsieur Julia, je connais vos responsabilités éminentes au sein d'une grande firme internationale. Je sais les entreprises auprès desquelles vous êtes passé. Je sais que vous êtes un inventeur de génie, un développeur, un ingénieur, un chef d'entreprise de génie. Vous avez côtoyé vos égaux, les plus grands inventeurs de ce monde. Et c'est pas pour rien, n'est-ce pas, mon cher Jalil? Je crois que vous êtes né en 66, tout comme Jalil et moi. Donc je pense que c'est une année magnifique, je le dis au passage, qui a produit un certain nombre de personnes très importantes dans ce monde. Donc j'ai très modestement la chance avec Jalil d'être de votre année, nous avons le même âge. Et donc voilà, je vous dis, le territoire d'Alès Agglomération est tout à fait prêt à participer à ce développement et à accueillir ce que vous pourrez nous permettre d'accueillir, parce que c'est vrai que à chaque fois que nous accueillons des personnalités de votre rang, nous avons l'envie de permettre d'aider le développement de ce territoire. Et puis je voudrais parler aux étudiants qui sont là, et puis m'arrêter de suite, de dire, voilà, vous êtes ici sur un territoire, vous voyez qu'on est en capacité de faire venir des ministres, des grands inventeurs, toutes les personnalités. Donc ici, on peut rester, on peut s'implanter, on peut vivre dans cet espace du bien vivre. Le temps d'Alès Agglomération est arrivé. Et vous pouvez ici avoir des projets dans cette magnifique incubateur, le leader en France de l'incubation, et surtout vous développer grâce à l'écosystème que nous avons sur ce territoire, où nous mettons ensemble, avec Alès Myriapolis, qui est représenté par sa directrice, nous mettons autour de la table toutes celles et ceux qui veulent participer à ce développement. Donc vous êtes dans un écosystème. Si vous avez quelque chose à nous proposer, à nous titiller, ben écoutez, ce sera avec plaisir que nous relèverons le gant, et vous verrez qu'ici, nous sommes dans un territoire avec une grande intelligence naturelle qui est ici représentée dans cette salle. Je vous remercie, et merci encore d'être venu à Alès, et au plaisir de vous y revoir. Merci. Ça fonctionne-t-il? Oui. Professeur Julia, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers élèves, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre Perdiguier et j'ai la chance et le bonheur d'être directeur adjoint de cette école et également directeur de la recherche et du doctorat. Et c'est un véritable honneur que de vous accueillir de la part de toute la direction, du personnel et des élèves de notre école. J'ai prévu simplement de vous présenter
globalement cette école qui vous accueille aujourd'hui, ce qu'elle fait et en particulier ce qu'elle fait en matière d'intelligence augmentée et de sciences des données. Est-ce que, Jean-Claude, tu as la possibilité de projeter le diaporama ? Je commencerai sans, le temps étant compté. Voilà, très bien. Voilà, donc IMT Minales, c'est aujourd'hui une des écoles de l'Institut Mintelecom, l'IMT. Alors, qu'est-ce que c'est que cette IMT ? L'IMT, c'est un institut national, une sorte d'université nationale qui fédère une dizaine de grandes écoles publiques du ministère de l'Industrie et du Numérique, donc des écoles des mines et des télécoms, qui sont présentes sur presque tout le territoire français et dont nous sommes un des campus quelque part. Cette IMT, c'est maintenant un acteur qui compte dans le paysage de l'enseignement supérieur français. C'est le plus gros institut de formation d'ingénieurs en France, le plus gros institut de formation d'ingénieurs par apprentissage, qui est fortement développé dans nos écoles, et c'est le plus gros réseau d'incubateurs académiques du pays. Voilà, donc on a la chance de faire partie de cet institut qui nous aide aussi à développer notre visibilité en France comme à l'étranger. Alors, cet institut Mintelecom, il est au plan scientifique structuré sur 12 grands thèmes scientifiques qui répondent à 4 grandes transitions de la société de ce siècle. La transition numérique, bien sûr, les transitions sociétales, les transitions du domaine de l'environnement et les transitions industrielles. Je ne vais pas toutes les développer, ces thématiques, mais simplement peut-être faire le zoom sur l'une d'entre elles qui est l'IA et les sciences des données, pour vous présenter ce que cela représente au sein de notre communauté. Cette thématique phare, intelligence artificielle et sciences des données, elle mobilise 8 des écoles de l'IMT, dont la nôtre. C'est une belle communauté scientifique, ça représente à peu près 250 enseignants-chercheurs, un beau volant de publication de rang A, et en complément des recherches, j'allais dire, au cœur de l'IA, qui sont menées, les sujets plus applicatifs de l'IA au sein de l'IMT sont la santé, bien naturellement, l'industrie du futur, les transports intelligents et les sujets de sécurité. Voilà, donc là je sors de l'IMT et je me focalise sur notre école, nous, ici à Alès, IMT Minales. On est une vieille école de 175 ans dont l'histoire est intimement liée à celle de ce territoire auquel nous sommes très attachés. La raison d'être de notre école, elle est rédigée ici, elle repose sur quatre points, j'allais dire. Tout d'abord un fondement. Le fondement, c'est notre appartenance à cet institut et notre ancrage au territoire alésien. La raison d'être en tant que telle, c'est de donner à nos élèves les meilleures chances de s'accomplir professionnellement. Voilà, on est une école, et c'est ça que ça veut dire, en fait, au bout du bout. Avec peut-être 2 finalités sur lesquelles on a voulu insister. La première, c'est en faire de ces élèves des acteurs responsables du développement de la nation. On est une école publique, on existe grâce aux concitoyens et aux contribuables, et on rappelle à nos étudiants qu'en cela, on est redevable à la société et à la nation. Et enfin, en préservant les richesses de la planète, malheureusement, plus que jamais, c'est d'actualité, et vous le verrez, beaucoup de nos sujets de recherche et d'enseignement sont au service de la transition écologique. Quelques chiffres pour présenter l'école en ordre de grandeur et que vous voyez ce qu'elle représente, parce qu'elle a beaucoup cru, cette école, elle a beaucoup grandi. L'école, en termes de ressources, c'est un peu moins de 400 personnes et 35 millions d'euros. En termes de formation, il y a à peu près ici 1400 élèves, dont plus de 250 étrangers. Et dans cette population d'élèves, on a à peu près un tiers d'élèves qui sont sous le régime de l'apprentissage, qui s'est beaucoup développé à l'école depuis 10 ans. On a à peu près 40% de boursiers. C'est important de le mentionner parce que c'est la moyenne française, c'est pas moins qu'à l'université. Et on a, sur notre dernier concours CMT, 95% quasiment de mentions bien et très bien au bac. Je rappelle ces chiffres parce que, pour moi, ils sont révélateurs d'un équilibre de cette école en matière à la fois de recherche de l'excellence et à la fois d'un rôle dans l'ascenseur social et l'ouverture vers différents publics. Et ça me paraît très important. En termes de recherche, la recherche, c'est notre seconde mission à l'école après la formation. On a à l'école à peu près 85 enseignants-chercheurs, une petite centaine de doctorants. Le doctorat s'est beaucoup développé depuis quelques années. Et on a 5 laboratoires, 5 unités de recherche, dont 2 qui sont en mode UMR-CNRS depuis quelques mois maintenant. C'est récent. Et donc un très beau niveau de publication. Et ce que je précise, c'est que la recherche qui est menée dans cette école, elle est
résolument orientée vers les besoins des entreprises et de la société. Voilà, ça c'est l'ADN de la recherche d'une école des mines. On a un tiers de notre recherche qui se fait de manière partenariale avec des entreprises, notamment beaucoup de PME de ce territoire. Et dans ce cadre-là, notre recherche se réalise via des instituts Carnot, le Carnot Mines, on va dire plutôt industriel, et le Carnot TSN, plutôt télécom. Et la troisième mission de l'école, qui est le développement économique, elle est très importante. On a historiquement un très beau réseau d'entreprises partenaires et surtout, on a été la première école à créer, dans les années 80, un incubateur. On est très fiers de ça, on le dit souvent. Un incubateur d'entreprise qui a à ce jour permis, en tout cas, la création de plus de 200 startups qui représentent 1000 emplois sur le territoire régional. Donc c'est une contribution qui est quand même significative, avec un très beau taux de survie à 5 ans, 90%, de presque 90%, qui tient à la qualité de l'accompagnement et du lien technologique qui se fait entre nos laboratoires et les porteurs en fait, incubés à l'école. Donc cette recherche, ces enseignements, dans quel domaine on la réalise? On les réalise dans 6 grands domaines qu'on appelle ici des domaines d'excellence. Ils vont par paire en fait, portés par nos 3 grands centres. Tout d'abord dans le domaine donc, du génie civil, du bâtiment durable et des matériaux innovants. Ensuite dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, de la prévention des risques et des ressources minérales. C'est quelque chose qui nous reste de notre histoire minière. Et le troisième, on en parlera un peu plus aujourd'hui, c'est donc les thématiques de l'informatique et l'intelligence artificielle d'une part, et l'industrie du futur, c'est-à-dire numérisation des entreprises, mécatronique, performance industrielle. Voilà, ça c'est les grands domaines dans lesquels on intervient. Et simplement pour illustrer le fait que cette école est vraiment dans une période où elle rayonne, où elle grandit, où elle attire de plus en plus les talents de ce pays et d'ailleurs, dire qu'on a eu le plaisir cette année de rejoindre le groupe A dans le palmarès de l'étudiant des écoles d'ingénieurs. On a eu le plaisir d'être classé 13e école dans la catégorie école généraliste du palmarès Figaro. Et surtout, on est dans le top 400 mondial du palmarès Times Higher Education Impact, qui est dédié en fait à l'impact sociétal et environnemental des établissements. Voilà. Ça ne résume bien sûr rien, mais c'est révélateur de cette reconnaissance qu'on a eue, de cette belle dynamique dans laquelle on est en ce moment. Voilà. Et je terminerai avec quelques mots sur ce qu'on fait ici en matière d'intelligence, j'ai écrit augmentée pour être politiquement correct, et en matière de sciences des données. On a, je vous l'ai dit, 3 grands centres ici, dont l'un d'entre eux, le LGI2P, voilà, centre de recherche et d'enseignement. Dans ce centre, on trouve 2 départements d'enseignement qui forment donc, nos ingénieurs, mais pas que. Donc un qui s'occupe d'intelligence artificielle et d'un numérique, et une autre qui est plutôt sur la performance industrielle de la mécatronique, et 2 équipes de recherche. Une équipe sur l'informatique, l'image, l'intelligence artificielle, sur laquelle je reviendrai un peu plus, et puis une autre équipe qui est plutôt sur l'ingénierie système appliquée à la gestion des risques. Donc cette équipe dédiée à cette équipe I3A, l'actualité c'est qu'elle vient de fusionner avec un laboratoire de l'Université de Montpellier, dédié aux sciences du mouvement, pour créer une unité mixte de recherche, DHM, qui est centrée sur la santé, le numérique et le mouvement. Nous, on apporte la composante numérique, l'université apporte la composante mouvement, sport et autres, et les CHU apportent la composante santé. Voilà, je crois que mes collègues auront l'occasion tout à l'heure de vous présenter quelques-unes de leurs réalisations ou de leurs projets. Simplement 2 d'entre elles. Un projet sur lequel on travaille en matière d'interface entre le cerveau-machine et ce qu'on appelle le neurofeedback. Donc, on place des capteurs autour du cerveau et avec du proche infrarouge, on va essayer de faire le lien entre les signaux du cerveau et le mouvement du corps. Et on applique ça ensuite à tout un tas d'applications. On a aussi une start-up incubée chez nous qui applique ça au domaine de l'état physiologique des patients ou de sportifs de haut niveau, par exemple. Et pour terminer, le projet HUT, Human at Home Project. Donc ça, c'est un projet lié à l'Internet des objets, c'est-à-dire qu'on a un appartement occupé par des personnes volontaires qui est plein de capteurs, d'objets connectés. On regarde comment ces personnes s'approprient la technologie et les enjeux que pose en fait la numérisation de ce logement intelligent. Voilà, un aperçu. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse avec cette image qui est le Hub Créativité, un bâtiment qu'on accueillera dans quelques mois sur notre autre campus technologique à Alès. Et je vous remercie à nouveau. Merci.
Luc Julia est un ingénieur informaticien franco-américain né à Toulouse en 1966, spécialisé dans l'intelligence artificielle. D'abord une maîtrise en mathématiques en poche et en informatique également. Il décroche par la suite un doctorat informatique. Au début des années 90, il intègre tout d'abord le CNRS et part continuer sa carrière aux États-Unis au sein de la Silicon Valley. Il est l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri et depuis 2012, vice-président chargé de l'innovation chez Samsung. Il dirige également le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung à Paris depuis 2018. Il est reçu chevalier de la Légion d'honneur en 2019. Luc Julia est considéré comme l'un des développeurs français les plus influents du monde numérique. Il a écrit un livre qui est un véritable best-seller, « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est un personnage haut en couleur, à l'instar de ses magnifiques chemises. Je voudrais donc que l'on souhaite la bienvenue à Luc Julia et je l'invite à monter sur scène. Luc Julia, bonjour. C'est un plaisir, voire un honneur, de vous recevoir ici à Alès. L'accélération de ces derniers temps de la transition numérique, la prolifération des robots dans notre quotidien, mais surtout dans l'industrie automobile, la logistique, la santé, on voit que la France a plus que jamais le train numérique à prendre et à maîtriser au mieux l'interaction homme-machine. Vous travaillez sur l'IA depuis 25 ans, vous connaissez plus que tout autre la magie, le cinéma qui se cache derrière cette IA. Cette IA est censée prendre le dessus de nos 100 milliards de cellules et 10 000 milliards de synapses qui composent notre cerveau. Nous avons besoin que vous nous expliquiez ce qui est réellement l'IA, la démystifier, je pense, afin que cet outil devenu indispensable dans l'innovation ne soit, à la fin de cette journée, plus un mythe ni un fantasme pour nous tous, mais plutôt un levier dans nos capacités à créer. Je vous laisse la clé. Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, on va parler d'IA et on va parler de ce que c'est pas. Et pour parler de ce que c'est pas, on va parler de son histoire. Donc, je vais voir si je peux avoir mes slides. Ah, musique. Je peux danser, mais c'est pas terrible, hein, je vous préviens. Donc, c'est mieux quand je fais les slides. Hein. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît. La première partie, c'est vraiment pour dire que c'est pas ce que vous croyez, l'IA. Enfin bon, j'imagine, maintenant, j'ai vu que certains d'entre vous en font, donc ils savent que ce que ce n'est pas. Mais c'est pas Hollywood, hein, c'est pas du cinéma, c'est pas Terminator, c'est pas Her, ok ? Donc on va voir un peu, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors d'abord, effectivement, c'est moi qui vais vous parler. Donc moi, c'est le gars avec la chemise, effectivement, hawaïenne. Mais j'ai vu aujourd'hui, j'en ai vu 2, 3, donc je ne suis pas tout seul, donc ça fait plaisir. Ça devient la mode, donc il va falloir que je change. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc on va parler de cette intelligence artificielle qui n'existe pas. Et on va commencer par définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord, hein. Il y a des gens très intelligents en 1956 qui se sont réunis à Dartmouth University, et ils avaient découvert, inventé, modélisé mathématiquement un neurone, d'accord. Donc c'est un neurone excessivement simple. Et ils se sont dit collectivement, ah bah tiens, on a un neurone modélisé mathématiquement, avec ça on peut faire un réseau de neurones, si on a un réseau de neurones on peut faire un cerveau, si on a un cerveau c'est de l'intelligence, donc on vient de créer l'intelligence artificielle. Alors évidemment, vaste fumisterie, hein, je vais vous démontrer juste après que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais au moins on avait inventé à ce moment-là le terme d'intelligence artificielle. Mais la réalité, quand on réfléchit bien à ce que cette intelligence artificielle voulait être ou pouvait être, c'est pas nouveau. C'était quelque chose qu'on essayait de faire depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on fabrique, on crée des outils qui vont nous augmenter, qui vont augmenter notre propre intelligence ou notre propre corps. D'accord ? Donc, on connaît des outils comme le marteau ou le couteau ou des choses comme ça, bon, qui étaient déjà très, très pratiques. Mais il y a des outils qui sont devenus plus, on va dire, intellectuels,
dans les années bien avant les années 1956. Et comme je suis franco-français de base, et que j'aime bien parler de l'histoire en général, et en particulier du siècle des Lumières et du siècle juste avant le siècle des Lumières, moi, je fais remonter l'intelligence artificielle en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? En 1642, il y a un mathématicien, philosophe français, qui s'appelle Pascal, qui a inventé la pascaline. Pascaline, c'est quoi? C'est la première machine à calculer. Alors, on peut discuter là-dessus, hein, parce qu'on peut dire que la première machine à calculer, c'est peut-être un boulier qui a été fait en Chine bien avant. Mais bon, encore une fois, étant franco-français, je vais dire et répéter que c'est nous qui l'avons inventé. Mais la machine à calculer qui montre les chiffres comme ça, c'est quand même bien nous qui l'avons inventé, et c'est bien Pascal qui l'a inventé. Cette machine était très simple, hein, elle faisait des additions et des soustractions à 4 chiffres quand même, donc pas si facile que ça. Mais c'était quand même déjà très impressionnant. Alors vous allez dire, bah, peut-être que ce n'est pas si impressionnant que ça de faire des additions et des soustractions, mais si je vous demande tout de suite combien fait 1647 plus 298, elle est facile en plus. J'attends, hein. OK. Donc j'ai eu quelques réponses, 2-3, hein, c'était un peu lent, hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait à peu près 2-3 qui étaient faux, peut-être 2-3 qui étaient vrais, et puis le reste qui n'était pas du tout. La machine, en 1642, elle aurait répondu au bout de 3 secondes, d'accord ? Et puis elle aurait eu juste. La machine n'a pas faux. Okay ? Donc c'est intéressant de voir qu'on avait créé des intelligences artificielles il y a très 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 longtemps. Mais je vais revenir à nos camarades de 1956 et puis voir pourquoi ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils avaient essayé, malheureusement, de s'attaquer à un problème qui est certainement la chose la plus compliquée de ce qu'on veut modéliser si on veut modéliser l'humain. Ils avaient essayé de s'attaquer au langage naturel. Comme vous savez bien, le langage naturel, le langage est le propre de l'homme. Et donc c'est effectivement très très compliqué. Aujourd'hui encore, la plupart des reconnaisseurs ou des choses qu'on appelle le langage naturel understanding, qui est NLU, ça marche pas bien. D'accord ? Donc en 1956, avec ce petit neurone qu'on avait modélisé, on était loin d'avoir quelque chose qui marchait correctement. Donc ils ont échoué. Et on est rentré dans les années 60, donc juste 4 ans après cette définition, on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. L'hiver de l'IA, c'est quoi ? C'est on n'y croit plus, on nous a menti, et donc on arrête de donner des sous, et donc le domaine disparaît. Et aujourd'hui, en fait, si je suis là et si je raconte ce que je raconte depuis quelque temps, c'est que j'ai peur qu'on rentre dans un nouvel hiver de l'IA. À force de raconter n'importe quoi, à force de nous faire croire des choses qui ne vont jamais arriver, et à force d'essayer de nous faire peur avec ces IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur, je vais vous en parler tout à l'heure, mais il ne faut pas nous faire croire que des choses vont arriver qui n'arriveront pas. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne vont plus y croire du tout, et ils vont voir que ce n'est pas arrivé, et les fonds vont se tarir, et on ne va pas pouvoir créer les outils qui peuvent être extraordinaires et qui seront extraordinaires. Pour ça, je vais continuer à raconter un peu l'histoire. Cette intelligence artificielle, donc, s'est estompée en ce qui concerne les réseaux de neurones, on va dire, parce que c'était déjà les réseaux de neurones à l'époque. Et on est passé, dans les années 60, 70, 80, on est passé au système expert. D'accord ? Donc, en gros, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles dont je parle aujourd'hui, ce sont des choses basées sur des mathématiques. 2 grands morceaux, on va dire, des intelligences artificielles. Le morceau donc statistique, qui était donc ces réseaux de neurones, et le morceau logique, qui sont les systèmes experts. Okay, système expert, c'est quoi ? Si, machin, alors truc. Okay, donc on faisait des grandes bases de données avec des grandes bases de règles, pardon, et ces grandes bases de règles elles permettaient de définir des systèmes. Donc pendant une trentaine d'années, ça a été très à la mode et ça marchait très très bien. C'était absolument tout à fait correct. C'était des robots, hein, ça faisait des choses. Si on avait une condition, alors on faisait quelque chose et on faisait exactement ça. Mais si on s'écartait un tout petit peu d'une situation, évidemment, c'était un peu plus compliqué. Et pour
montrer que ça marchait bien. En 1997, un de ces systèmes experts, qui s'appelait Deep Blue, a battu Kasparov aux échecs. Les échecs, c'est quand même un truc compliqué, ça montre qu'on est intelligent. Ben non. En fait, ça ne montre pas rien du tout qu'on est intelligent. Ça montre qu'on est capable d'avoir une grande base de données de coups possibles. 10 puissance 49 coups aux échecs. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'on les avait tous modélisés en 1997 dans une base de données, mais pas loin. Et donc, en fait, Kasparov, qui était grand maître et puis champion du monde d'échecs, donc très très fort, il avait peut-être 10 coups d'avance dans sa tête, comme en tous les grands maîtres, mais la machine, elle avait tous les coups d'avance. D'accord ? Donc, ce n'était pas très rigolo. Et la machine a effectivement gagné. Et depuis, la machine a gagné. Et si aujourd'hui, vous jouez aux échecs contre une machine et que vous gagnez, c'est que vous l'avez mis au niveau 3. Hein. Donc, il faut quand même être très clair. Vous n'avez aucune chance. Donc, les systèmes experts marchaient très bien. Dans les années 80-90, là est arrivé et sont revenus sur la table les réseaux de neurones, et donc ce qu'on appelle le machine learning. Pourquoi le machine learning est arrivé sur la table et revenu sur la table après donc avoir été créé 30 ans plus tôt? C'est parce qu'il y a eu une chose qui s'est passée au milieu des années 90, qui est une chose extraordinaire, qui s'appelle Internet. Internet, c'est quoi? Internet, c'est le big data. D'accord? C'est la possibilité d'avoir plein de données juste à sa disposition pour montrer tout et n'importe quoi. Et donc ça, avec ces immenses bases de données, on a pu créer aussi ce qui est la suite du machine learning, le deep learning, donc qui a besoin de beaucoup de données. Alors en parlant de beaucoup de données, dans les années 90, donc juste à la naissance d'Internet, et surtout dans les années 2000, sur Internet, il y avait beaucoup d'images de chats. Voilà, vous dites, le gars, il est timbré, il nous raconte des histoires, on ne comprend plus rien, mais ça va vous dire quelque chose. Donc beaucoup d'images de chats, c'est quoi? C'est que tout le monde se mettait sur Internet, prenait son chat en photo et disait « c'est mon kitty, c'est mon petit chat, ta. » Donc ça a créé une base de données extraordinaire de chats. D'accord? Et donc, les scientifiques qui voulaient prouver leurs algorithmes se sont dit on va faire un reconnaisseur de chats grâce à tous ces chats qui sont disponibles sur Internet. Et on a effectivement créé et puis montré qu'on pouvait faire quelque chose de très intéressant en reconnaissance d'images et qu'il nous fallait à peu près 100 000 images de chats pour reconnaître un chat à 97%. Okay ? Bon, c'est super intéressant de faire un reconnaisseur de chats qui reconnaisse les chats à 97%. Ça ne sert strictement à rien, sauf à prouver que les théories sont bonnes. Mais ce qui est surtout intéressant, là, c'est de se dire il faut quand même beaucoup de chats pour reconnaître les chats à 97%. D'accord ? Et là, on peut se demander, mais nous humains, combien de chats il nous faut pour reconnaître un chat? Et pour reconnaître un chat, pas à 97%, mais à 100%. On reconnaît les chats tout le temps. Une fois qu'on sait ce que c'est qu'un chat, on reconnaît les chats. Même la nuit, on voit les chats. D'accord ? Même quand c'est dessiné par Picasso. Enfin, peut-être pas. Mais ma fille de 2 ans, combien de chats lui faut-il? 2. 2 chats. 2 instances de chats. Donc c'est un peu triché, parce que nous, on a plus que juste une image de chat. On a quelque chose qui montre un chat, qui montre un truc qui est par terre, qui n'est pas en train de se balader en haut et tout ça. Donc il y a beaucoup plus de paramètres qui définissent le chat. On a beaucoup plus de choses qui nous permettent de savoir quel est le contexte autour de ce chat. Mais ça, justement, on n'est pas forcément capable de le capturer correctement encore aujourd'hui dans des intelligences artificielles. Donc tous ces paramètres qui nous permettent de reconnaître les chats avec 2 images de chats, eh ben, on ne les a pas capturés et on est obligé d'utiliser des énormes bases de données pour reconnaître un chat avec une confiance qui ne soit pas parfaite. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que ça dit ces intelligences artificielles qu'on crée, ces outils qu'on crée, ils n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence. Si tant est que c'est intelligent de reconnaître un chat, il faut en discuter. Mais ça n'a rien à voir. Et un autre exemple de ça, c'est ce qui s'est passé maintenant en 2016. En 2016, c'est plus des échecs dont on parle, c'est du Go. Alors,
le champion du monde de Go, un Coréen tout à fait infect, en fait, mais ça n'a pas d'importance, se fait ratatiner par la machine. D'accord ? Cette fois-ci, la machine ne s'appelle plus Deep Blue, elle n'est pas faite par IBM, elle s'appelle DeepMind, elle est faite par une boîte qui est rachetée par Google. Et DeepMind utilise cette fois-ci des méthodes statistiques, en plus des méthodes classiques, on va dire, de système expert. Et DeepMind a appris le jeu de Go, avec à peu près 30 000 parties de Go, et effectivement va ratatiner le champion du monde de Go. Alors, ce n'est pas tellement les techniques qu'on va regarder ici, on ne va pas essayer de comprendre comment la machine a battu ce gars-là. Là, on ne parle plus de 10 puissance 49 coups au Go. Au Go, globalement, on peut dire que mathématiquement, ce n'est pas un jeu fini. Alors, ce n'est pas un jeu infini non plus, mais ce n'est pas un jeu fini. Les mathématiciens, quand on leur demande combien il y a de coups au Go, ils vont nous dire qu'il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600. C'est de dire qu'on n'en sait rien. D'accord ? Donc, en gros, 10 puissance 200, même, on va dire que c'est l'infini pour nous. Hein, c'est beaucoup. Donc, bref, ceci dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes méthodes de database, de base de données, comme on utilisait pour les échecs. Donc là, on va utiliser des méthodes statistiques. Encore une fois, je ne veux pas parler de ça, je veux parler de la machine elle-même. Je veux parler de DeepMind. Donc DeepMind, cette jolie machine qui est représentée ici par le magnifique dessin que j'ai fait, DeepMind, c'est 1500 CPUs. CPUs, vous savez ce que c'est ? C'est donc les cœurs de la machine, la puce d'un ordinateur. C'est 200 GPUs. Les GPUs, c'est quoi ? C'est aussi des puces, mais qui s'occupent de graphiques d'habitude, donc qui font du calcul matriciel, très important dans les calculs statistiques. Donc 200 GPUs. Et puis, une trentaine de TPUs. Les TPUs, alors c'est une autre bestiole, encore une autre puce, qui elle est faite spécifiquement par Google et qui est une TensorFlow, qui fait du TensorFlow. Donc, pour ceux qui savent, qui connaissent les méthodes d'IA, c'est donc spécifiquement pour faire des calculs statistiques mathématiques pour l'IA. Bref, 2000 machines, 2000 ordinateurs. 2000 ordinateurs pour jouer au Go. 2000 ordinateurs, c'est un petit data center. Un petit data center qui prend 440 kilowatts. 440 kilowatts pour jouer au Go. OK ? Maintenant, on se demande, un peu comme tout à l'heure avec ma fille, le champion du monde là, de Go qui est en face, le petit con de 18 ans, là, qu'est-ce qu'il a, lui, dans le crâne ? C'est quoi son cerveau ? Est-ce que vous savez combien notre cerveau développe en watts ? Vous avez une idée ? Alors ça dépend qui, hein. Il y en a moins que d'autres apparemment, mais en général, on développe à peu près 20 watts. 20 watts, et nous on ne fait pas que jouer au Go. Bon, on n'est pas tous champions du monde de Go, mais on fait plein de trucs. On fait la cuisine, on parle, on fait beaucoup d'autres choses que jouer au Go. 20 000 fois la différence. À quoi ça sert de mettre une telle énergie pour juste jouer au Go ? Est-ce que c'est éthiquement responsable ? Donc on va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais aussi, ça montre quoi ? Encore une fois, que les méthodes qu'on utilise avec ces big data, les méthodes qu'on utilise avec ces algorithmes qui prennent excessivement de temps de calcul et surtout d'apprentissage dans ce cas-là, n'ont strictement rien à voir avec ce que nous, on utilise. En parlant de données, en parlant de data, il y a eu d'autres exemples très intéressants de systèmes qui ont été utilisés, qui ont été faits dans les années toujours 2000-2016, qui étaient des systèmes qui utilisaient des données biaisées. Parce que le problème du big data, c'est que c'est big. Et quand c'est big, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des datas un peu n'importe où et on ne sait pas forcément si elles vont être fiables, si elles vont être correctes. Et du coup, si notre système, le système sur lequel on va baser ces données, va être fiable. On n'en sait rien. Vous avez entendu certainement tout à fait récemment, c'était au mois de décembre, je crois, 2019, il y avait la carte de crédit Apple qui donnait systématiquement, pour le même revenu, pour les mêmes conditions entre une femme et un homme,
systématiquement, la femme avait la moitié du crédit de l'homme. Pourquoi? Parce que historiquement, les données historiques sur lesquelles était basé l'algorithme, les femmes ont moins que les hommes. Et donc, l'algorithme a dit, les femmes ont moins que les hommes. Alors on aurait pu débiaiser le truc, on aurait pu dire, ok, on va faire attention, moi, humain, je vais aller débiaiser la base de données, mais en débiaisant la base de données, je la biaise. Avec ce que je pense qui est la réalité. Donc il va falloir faire très, très, très attention à la façon dont on utilise les data. Tous ces datasets qui sont disponibles sur Internet, ou qui sont gratuits, ou qui sont payants, ou n'importe quoi, faisons très attention. Et prenons l'exemple de ce qui s'est passé en 2016, encore une fois, ici, avec le chatbot Tai de Microsoft. Alors, vous avez peut-être entendu parler du chatbot Tai de Microsoft. Qu'est-ce qu'il avait, ce chatbot? C'était la première fois que Microsoft mettait un chatbot sur Twitter. Et le but du jeu, c'était que le chatbot parle avec les gens sur Twitter des produits de Microsoft. Et puis, on parlait comme ça de Word, de je ne sais pas quoi. Et dans l'histoire des chatbots, Tai est devenu le chatbot le plus sexiste et raciste de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sur Twitter, donc, il s'est mis à insulter les femmes et les noirs. Alors que ça n'avait rien à voir avec le schmilblick, on parlait de produits de Microsoft. Alors, il y a deux choses qui sont passées ici, deux choses qui sont intéressantes à regarder, à étudier. Je n'arrive plus à passer au truc, là. Okay. Donc, Tai, il avait certainement deux problèmes. On ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas eu tous les éléments, mais il y a eu un problème d'algorithme, tout simple. Quand on crée un chatbot, on essaie de s'intégrer à la population à laquelle on va s'adresser. D'accord? Et je trouve que sur Twitter, moi je ne sais pas, je ne suis pas sur Twitter, mais il se paraît que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, il a bien marché. Au bout de 2-3 interactions, il insultait les gens à qui il parlait. Bon. Donc ça, ce n'était pas très grave. Il y a un facteur d'adaptabilité. On descend le facteur d'adaptabilité. Ça me permet à moi de contrôler mon système. Et donc, je contrôle ma communication. Donc ça, relativement facile. Par contre, la deuxième chose, c'était le problème des données sur lesquelles le chatbot était entraîné. Trouver sur Internet des dialogues, c'est en fait pas aussi facile que ça, des dialogues qui soient bien répertoriés, bien transcrits, d'accord? C'est compliqué. Et il se trouve que depuis les années 50, il y a une database qui s'appelle Switchboard, qui est disponible pour les gens qui font du natural language, du langage naturel. Et donc cette database, elle comprend des milliers et des millions en fait, de conversations téléphoniques de gens qui ont appelé parce que leur machine était en panne ou je ne sais pas quoi. Et donc c'est une retranscription depuis les années 50 de plein d'appels. Donc maintenant, je suis ingénieur à Microsoft, là, et puis je me retrouve devant mon ordinateur, il faut que je programme mon chatbot. Et on me dit, voilà, il y a Switchboard qui est available, qui est disponible, fais quelque chose avec ça. Alors il y a des millions et des millions de conversations. Je me dis, allez, je vais prendre Alabama, années 50. D'accord? Donc vous l'avez eu. Alors évidemment, si les datas du départ sont biaisées contre les femmes et les noirs, le chatbot qui en résulte, il est biaisé contre les femmes et les noirs. Donc les premières personnes qui va insulter vont être celles-là. Okay? Donc faisons très 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 attention quand on choisit les données. Je ne le répéterai jamais assez et je le répéterai de toute façon encore un peu tout à l'heure. Ok, maintenant on va rentrer dans les choses qui m'énervent, parce que pour l'instant ça ne m'énervait pas, vous voyez. Donc, mais là maintenant ça va m'énerver. Donc on y va. Première chose qui m'énerve, l'IA est une boîte noire. L'IA est inexplicable et donc l'inexplicabilité est un danger. Alors l'inexplicabilité est un danger, je suis d'accord. Mais que l'IA est inexplicable et que l'IA est une boîte noire, c'est faux. Mais il faut relativiser le propos un tout petit peu. Il faut comprendre que, évidemment, quand il y a des millions de paramètres, quand on parle de big data, et quand il y a des millions de calculs qui vont se faire à la seconde, avec ces puces qui sont très très rapides, ces ordinateurs qui sont très très rapides, il faut bien comprendre que, évidemment,
ça va être compliqué à expliquer. S'il faut à la main, avec mon petit crayon et mon petit papier, que je suive exactement tous les trucs de l'algorithme, moi je vais faire un calcul par 10 secondes, et puis la machine va en faire 1 million par seconde. Donc je vais être juste à rattraper tout ça. Mais c'est moi qui ai créé l'algorithme. C'est moi qui ai choisi l'algorithme. C'est moi qui ai choisi les données. Donc c'est moi qui suis responsable. Donc je peux expliquer ce que j'ai choisi. Je peux expliquer la logique de l'algorithme. Je peux expliquer mathématiquement. Je ne peux pas expliquer pratiquement. Et pour illustrer ça, et pour vous dire que ce n'est pas nouveau, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire familiale qui s'appelle l'histoire de Gaston Julia. Gaston Julia, mathématicien brillant de 1914, invente ou découvre, ça dépend comment vous voulez le voir, les fractales. Alors pour vous, la plupart de vous, vous êtes des scientifiques, donc quand je dis le mot fractal, vous avez immédiatement une représentation de la fractale dans votre tête qui se fait. Très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont chercher sur Wikipédia. Et donc, les fractales, c'est une équation relativement simple qui donne à chaque niveau d'itération, quand on change un paramètre, le même résultat que l'itération précédente. Alors en général, quand on dit ça, c'est une exponentielle, ou un logarithme, ça dépend aussi comment on le voit. Mais bref, quand je dis ça, les gens normaux comprennent rien. Et les gens normaux n'ont rien compris en 1914. 1955, Benoît Mandelbrot est élève de Julia à Polytechnique. Il écoute bien, il écoute très très bien, et il prend les équations, il part aux États-Unis, on lui donne un ordinateur chez IBM, il met l'équation de Julia, il la renomme équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner, et là apparaît sur l'écran la première image d'une fractale. Et c'est quoi qui apparaît sur l'écran? C'est une fougère. Alors, ceux qui avaient l'image tout à l'heure la reconnaissent évidemment maintenant. C'est une fougère. Une fougère, quand on regarde à chaque niveau de la fougère, on voit qu'il y a une fougère qui est pareille, une fougère qui est pareille, une fougère qui est pareille. D'accord? Et là, on comprend l'itération. On comprend ce que c'est que la récursivité. Donc, on comprend parfaitement ce que c'est. Donc, l'inexplicabilité qu'on avait, l'inexplicabilité pratique qu'on avait en 1914, 40 ans plus tard, en 1955, l'explicabilité mathématique est devenue aussi pratique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les algorithmes qu'on crée aujourd'hui en IA vont être explicables pratiquement dans 40 ans. Mais je pense, et je suis sûr, en fait, qu'on va créer d'autres outils, des nouveaux outils, qui vont permettre, qui sont certainement basés sur l'IA elle-même, qui vont permettre de faire des calculs aussi rapides que les calculs que font ces IA, pour pouvoir suivre chaque itération et pour pouvoir les expliquer. Parce que l'IA est explicable. Bon, ça, c'était le premier truc qui m'énervait. Et maintenant, on va passer au deuxième truc qui m'énerve. Oui, il y a plein de trucs qui m'énervent, mais celui-là, il m'énerve beaucoup. Ah, il faut me laisser ça, parce que sinon, ça me coupe mon effet, là. Donc, le truc suivant qui m'énerve, c'est la voiture autonome. Alors, j'en peux plus, hein. Ma voiture autonome, j'en peux plus. 2018, CES 2018. CES, c'est le salon de Las Vegas qui a lieu en janvier tous les ans, sauf l'année prochaine. Et donc, CES 2018, vous passez n'importe quel stand des grandes boîtes qui sont là, la voiture autonome est dans toutes les bouches, et tout le monde dit, dans 5 ans, il va y avoir la voiture autonome. On va en avoir partout, ça va être super, c'est génial. CES 2019, dans 15 ans. Dans 15 ans, on va avoir les voitures autonomes, ça va être super. CES 2020, peut-être dans 30 ans, on va avoir la voiture autonome. Bon, alors je suis content parce qu'au moins, ils se sont calmés un peu, d'accord? Il faut d'abord définir ce que c'est la voiture autonome. Dans la voiture autonome, on définit 5 niveaux, ou 6, de 0 à 5. 0, pas du tout, c'est la Ford T. Hein. Et puis, la voiture autonome niveau 5, c'est celle dans laquelle vous êtes tranquillement, d'accord? Et il n'y a aucune intervention humaine locale ou en remote. Le truc fait tout seul.
Okay, c'est la voiture niveau 5. Et c'est celle-là qui n'existera jamais. Donc je vais vous le prouver après, hein, vous en faites pas. Donc vous pouvez rester. Donc la voiture du niveau 5 n'existera jamais. Par contre, la voiture niveau 4, elle va exister. Et elle va sauver des vies. Aujourd'hui en France, il y a 3000, 5000 morts sur les routes. 90% peuvent être évités grâce à la voiture autonome niveau 4. Donc il faut surtout continuer à travailler dessus. Il ne faut pas abandonner. Mais il ne faut pas dire que la voiture niveau 5 va exister pour faire croire aux gens que ça va exister et que l'humanité va être sauvée avec ça. D'une part, il y aura de nouveaux types d'accidents, d'accord, qui vont être provoqués par ces voitures, donc il va falloir les accepter. Mais aussi, il n'y aura pas de pure autonomie. Alors pour ça, 2 exemples. Exemple numéro 1, super facile en France, pour ceux qui ont été visités Paris au moins une fois, ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. D'accord ? Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome à l'entrée d'une des grandes artères, là, d'accord ? À 1h du matin, elle sera encore là. La place de l'Étoile à 18h, ça n'a strictement rien à voir avec le code de la route. La place de l'Étoile à 18h, c'est de la négociation, c'est de la sociologie, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont strictement rien à voir avec les règles que la voiture peut avoir apprises, avec les règles ou les datas qu'on a pu lui donner pour les datas normales de conduite. Ça n'a rien à voir. Okay ? Alors bon, on peut imaginer qu'un jour, quelqu'un va pouvoir mettre des nouvelles datas spécifiquement pour la place de l'Étoile et il doit pouvoir négocier. La bagnole elle va faire des grands signes au mec d'à côté et tout ça, et puis elle va pouvoir se faufiler dans le machin et elle va pouvoir passer. Ok, très bien, on imagine ça. Donc on va mettre 2 ans à avoir collectionné les datas et tout ça et à créer cette voiture. Maintenant, on a une voiture qui traverse la place de l'Étoile en 1h à 18h. Yeah. Super. Maintenant, cette voiture-là que vous avez fait, hein, vous la prenez et vous l'amenez à Bangalore. Vous la collez à Bangalore, et bien elle ne bouge plus non plus, vous voyez. Alors bon, vous n'êtes peut-être pas allé à Bangalore, je ne sais pas, mais si la place de l'Étoile, c'est compliqué, Bangalore, c'est champion du monde pour la conduite, d'accord ? Donc ça n'a rien à voir. Donc malheureusement, il va falloir adapter encore la voiture, et adapter. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Et il y aura toujours des exceptions. Et ça veut dire que le système, à un moment donné, il ne sera pas capable de prendre une décision et il se bloquera. Et donc quand ça se bloque, par définition, quand on fait du transport, ce n'est pas terrible. Donc la voiture de niveau 5 n'existera jamais. Et donc, le deuxième exemple, c'est basé sur ce qui s'est passé en mai 2019. Mai 2019, le CIO de Waymo, c'est une des compagnies les plus avancées dans la voiture autonome, c'est une filiale de Google, et le CIO de Waymo a dit publiquement, en fait, il n'y aura pas de voiture autonome niveau 5. Donc là, il avait raison, bravo. Et aussi, il a dit, mais pour aider à faire le niveau 4, je vais mettre public mon dataset de vidéos des 10 millions de miles que nous avons conduits depuis une dizaine d'années. Depuis, il y en a 20 millions, d'accord, parce que c'était il y a déjà plus d'1 an. Il y a 20 millions maintenant disponibles sur YouTube d'exemples de voitures qui roulent sur les routes de Californie et autres États. Alors évidemment, quelqu'un comme moi, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'on dit c'est disponible pour aller voir, je suis allé voir. Alors je n'ai pas encore eu le temps de regarder les 10 millions de miles, ni les 20 millions de miles, parce que c'est un peu long, mais je n'ai pas eu besoin, parce que j'ai trouvé une pépite au bout juste de quelques heures à regarder bêtement ces vidéos. C'est très très chiant ces vidéos. Hein. C'est des voitures qui roulent sur des routes où il n'y a personne, il ne se passe rien, enfin c'est très chiant. Mais évidemment, comme je viens de dire, j'ai trouvé une pépite. Et la pépite, c'est quoi ? Eh bien, on voit une voiture qui roule dans une rue de Mountain View. Alors Mountain View, c'est chiant comme la mort aussi, hein, mais bon. Donc il ne se passe rien. La voiture roule comme ça, dans les rues de Mountain View. Et au bout d'un moment, la voiture s'arrête. Très bien. 2-3 secondes se passent. La voiture refait 2 mètres, s'arrête. 2-3 fois comme ça, 2 mètres, s'arrête, 2 mètres, s'arrête. Ah, on dit, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. On sent que l'opérateur, il y a un opérateur qui est dans la bagnole, hein, donc l'opérateur reprend la main et démarre, parce que derrière, il devait commencer à être un peu énervé. Et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc on regarde la vidéo d'un peu plus près, et sur la vidéo, on voit que sur le trottoir, il y a deux gars qui sont en train de marcher tranquillement. Okay. Bon, deux gars qui marchent sur le trottoir, pas très grave. Sauf que, on regarde encore plus attentivement, et on voit qu'un des deux gars sur le côté, là, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors évidemment, nous, enfin j'espère vous, quand vous voyez un connard sur le bord de la route avec un panneau de stop sur l'épaule, vous vous arrêtez pas. D'accord? La bagnole, elle voit un panneau stop sur le bord de la route, elle s'arrête. Alors depuis, il y a certainement un ingénieur génial qui a rajouté une règle quelque part qui dit s'il y a un bouffon avec un panneau de stop sur le bord de la route qui est en train de marcher, alors tu t'arrêtes pas. Le gars qui aurait inventé la règle avant, lui, il faut l'embaucher. Hein, parce qu'il fallait la trouver. Mais évidemment, encore une fois, il y a toujours un cas, quelque part, qu'on n'aura pas prévu, qui n'est pas dans les données, qui n'est pas dans les règles, et qui fera que le système ne marchera pas. Okay ? Alors, vous allez me dire, si ça s'arrête, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais ça ne marche pas. Okay ? Donc, il y aura des voitures niveau 4. Ça veut dire quoi, niveau 4 ? Ça veut dire qu'il y aura une assistance très très importante. Ça va encore une fois sauver des vies, parce qu'évidemment, plein de gens, quand ils conduisent aujourd'hui, ils sont en train de texter au volant, ils ont bu un petit coup, etc. Donc, ça va sauver des vies pour ça. Mais à un moment donné, quand il y a un problème, il y aura une assistance soit locale, c'est-à-dire que ça va me demander de reprendre la main, soit en remote, il y aura un opérateur qui aura une vision de la caméra ou quoi que ce soit, qui permettra au véhicule de se sortir de la situation dans laquelle il est. OK ? Mais niveau 5, jamais. Comme dans jamais. Vous voyez ? OK. Bon, ça, c'est réglé aussi. Maintenant, on va parler de choses un peu moins... enfin, un peu plus rigolotes pour moi, en tout cas. Pour vous, on verra. Ça s'appelle Siri. Donc, évidemment, on me parle de Siri tout le temps. Donc, bon, OK, je vais vous donner deux, trois idées de Siri. Deux, trois choses sur Siri. D'abord, Siri, ce n'était certainement pas le meilleur. D'accord ? Des reconnaisseurs de la parole, il y en avait plein. Mais Siri était reconnu comme étant le premier assistant vocal qui a eu du succès. Bon, on peut dire ça, effectivement, parce qu'on est passé de 180 000 personnes qui l'utilisaient à 300 millions. Donc, on considérait que 300 millions d'utilisateurs, c'est pas trop mal. Donc, bon, on est assez fiers, c'est super. Mais on a créé Siri, on a eu du succès, juste pour une chose. Parce qu'on a bêtifié Siri. On a rendu Siri stupide. On a rajouté dans Siri ce que j'appelle de la stupidité artificielle. Si on avait gardé Siri en intelligence artificielle, en faisant croire qu'elle était infaillible ou qu'il était infaillible, ça dépend des pays, eh ben, ça n'aurait pas été le succès que ça a été. Pourquoi les gens se sont amusés avec Siri ? Parce que, des fois, il ou elle répondait quelque chose de bizarre, quelque chose de rigolo, quelque chose d'inattendu. Et c'est ça qu'on a fait. On savait que ça ne marchait pas. La reconnaissance de la parole, ça marchait à l'époque à peu près à 85-90%. 85-90%. Si vous avez un bouquin dans lequel il manque 10 à 15% des mots, ça va être compliqué, les gars. Hein, d'accord ? Donc, il nous manquait des mots. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on ne comprenait pas, on a rajouté cette stupidité artificielle. Pour ça, il y a mon fameux paradigme de la boîte de nuit. Alors vous allez dire, le gars, bon, après les chats, maintenant, il nous fait chier avec ses boîtes de nuit, mais je vais vous raconter ce que c'est que le paradigme de la boîte de nuit. Le paradigme de la boîte de nuit, c'est un truc où il y a beaucoup de bruit. D'accord ? Vous êtes un peu bourré. Très bien. Et là, il y a quelqu'un qui commence à vous parler, et ça a l'air intéressant. Vous vous dites, il faut conclure, là, il faut faire quelque chose. Donc, mais vous comprenez 80%, même un peu moins, de ce que la personne vous dit. D'accord ? Vous êtes comme ça, super engagé et tout. Et avec un masque, ça va être compliqué, là, la suite. Mais bon, je vais quand même essayer. Non, je ne vais pas vous embrasser. On n'est pas là. Mais donc, quand il y a une interaction qui se passe, comme ça, il se passe des trucs. Vous comprenez 80%. Et là, à un moment donné, la personne en face attend que ce soit à vous de parler. Et vous avez aucune idée de ce qu'il a dit, le gars. Vous ne vous rappelez pas. Alors, c'est là que vous faites la stupidité artificielle de base, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas facile avec... Et donc voilà.
la stupidité artificielle, c'est rajouter quelque chose qui humanise le machin. Et c'est un peu notre faute s'il y a eu le film Her, parce que le film Her, ça a fait croire à plein de gens qu'une intelligence artificielle, un assistant vocal, pouvait être intelligent, juste parce qu'il pouvait être des fois stupide. Ok ? Très embêtant. Ceci dit, Siri a sauvé des vies. D'accord ? Il faut être très clair aussi que ça n'a pas été complètement inutile. Il y a un exemple d'un gars qui réparait sa voiture dans un état du sud des États-Unis, personne 15 km à la ronde. Il était sous sa bagnole, il est en train de réparer le machin, la bagnole tombe sur lui, pounk. D'accord ? Jambes sectionnées, il est mort. Sauf que, je ne l'ai plus, il est sur le bureau, mais dans sa poche derrière, quand il est bloqué comme ça, il a Siri, et il dit « Hey Siri, call 911 ». Call 911, hop, et il a été sauvé. Ok, donc, il y a des exemples comme ça, il y en a plein, mais ceci dit, il faut quand même relativiser et se dire que la technologie peut aussi servir à quelque chose. Bon, vite fait, maintenant, on va parler donc d'intelligence augmentée. Ce n'est pas le domaine qui est l'intelligence augmentée, c'est nous qui sommes augmentés par ces intelligences artificielles. D'accord ? Ces intelligences artificielles nous aident. Donc c'est ça ce que j'appelle l'intelligence augmentée, juste pour garder les lettres IA. Okay ? Donc ça ne sert à rien, mais c'est pour rigoler. Par contre, maintenant, je vais vous montrer le slide de la vie. Le slide de la vie, ça va vous parler des intelligences. Je n'ai jamais parlé d'intelligence vraiment, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut essayer de faire un graphe. Et on va faire un graphe où on va avoir les niveaux d'intelligence de 0 à 100. 0, c'est Trump, et 100, c'est un génie. Okay ? Donc, ça, c'est nous. Ça, c'est le domaine d'intelligence. Nous, on est OK. On n'est pas trop idiots. On connaît des trucs, surtout nous, les Français, on connaît plus de trucs que les autres. D'accord ? On aime bien. Même si on ne sait pas, on sait. Okay ? Et donc, on est continu. On a une intelligence continue. Okay ? Très bien. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on a une intelligence que j'appelle infinie. C'est-à-dire que même si le domaine d'intelligence, le domaine dont on parle, n'existe pas tout de suite, eh bien, à partir du moment où il est inventé, on est capable de le comprendre. Tout de suite, dès que c'est inventé. Maintenant, on va parler des intelligences artificielles. Les échecs, dont on a parlé tout à l'heure, là c'est moi, donc je suis assez bon. C'est moi qui ai fait le graphe, hein, je fais ce que je veux. Donc, voilà, je suis là, c'est sympa. La machine Deep Blue, elle est où ? Elle est à 100, hein, elle est à fond. Comme je disais tout à l'heure, si vous la gagnez, c'est que vous avez triché. Donc, très bien, à tous les coups, facile. Le Go. Alors le Go, c'est rigolo, parce que le Go, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a des coups qui sont infinis aussi, c'est-à-dire que la machine peut faire des coups qui n'ont jamais été joués dans l'histoire de l'humanité. Donc elle est plus intelligente que n'importe qui, là. D'accord ? Donc je l'ai mis à plus que le génie. C'est OK. On va parler de la conduite. La conduite, comme j'ai dit, niveau 4. Hein, donc on va être OK au niveau 4. Nous, en général, on est plutôt autour du niveau 2,5. D'accord ? Donc on fait des bêtises, on texte au volant, on boit, etc. Okay ? Donc la voiture, c'est bien. Là, je vais mettre un autre truc, domaine connexe à la conduite. Je vous raconte ça après. Mais en fait, je peux faire n'importe quoi. À partir du moment où je crée l'outil, quand je crée l'outil d'intelligence artificielle ou l'outil de n'importe quoi, je crée l'outil pour être meilleur que moi. D'accord ? Et donc, on peut créer des outils d'intelligence artificielle dans n'importe quoi. En mathématiques, ce que vous voyez ici, ça s'appelle des lignes discrètes. D'accord ? Donc, contrairement aux lignes continues qu'on avait tout à l'heure pour l'humain, ici, c'est discret. Et le problème de la discrétion, c'est que sur deux domaines connexes, comme on a ici livraison et conduite, quand on regarde ce qu'il y a entre les deux, il y a un truc qui s'appelle l'infini. Et l'infini, c'est compliqué, parce que maintenant, si je veux effectivement prendre un domaine et dire je vais faire du transfer learning entre un domaine et un autre, en fait, il y a toujours des cas qui ne vont pas être pris en compte. D'accord ? Donc c'est très très compliqué, on va pouvoir faire des choses, mais on ne va jamais avoir tous les cas. CF, ce qu'on a dit sur la conduite autonome tout à l'heure. Okay ? Mais ce qui est encore plus rigolo ici, c'est maintenant quand on regarde notre infini, donc l'infini de l'intelligence humaine, notre infini, elles sont où les intelligences artificielles, là, d'après vous ? Il n'y a ni les règles qui ont été faites encore, parce qu'on vient de l'inventer, le truc. Et il n'y a pas les données qui ont été là. Donc les intelligences artificielles, elles sont nulle part. Tant que nous, on n'a pas décidé, tant que nous, on n'a pas créé les règles, tant que nous, on n'a pas contrôlé. OK ? En gros, j'ai fini. Merci. Monsieur Luc Julia, l'intelligence artificielle n'existe pas.
Alors, Luc Julia se propose de répondre à vos questions. Il reste à peu près un petit quart d'heure. Il y a des personnes qui vont se trouver avec un micro sur les côtés, voilà. Pour poser la question, il faut se déplacer jusqu'au micro. Ce n'est pas le micro qui viendra à vous. Et Luc Julia va s'efforcer de répondre au mieux à vos questions. Qui souhaiterait s'exprimer? Toujours la première question qui est un peu difficile. Ah, oui. Juste pour lancer, d'abord, à moi, en fait, je vois absolument, je voudrais m'excuser parce que je ne pourrai pas le faire. À moi, ça, il y a une contrainte très importante qui doit quitter, quelques interventions un petit peu décalées. Voilà. Je voudrais le remercier en votre nom tous. Merci Luc. Et puis, il y a une question qu'on t'a déjà posée, c'est l'impact environnemental de l'IA. Alors, comme on a vu tout à l'heure, avec ces histoires de machines qui prennent beaucoup d'énergie, l'impact environnemental est très très grand. Non seulement par le fait qu'il y ait ce big data dont on parlait, donc ce big data, il a besoin de ces data centers qui sont énormes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les data centers utilisent à peu près 50 à 60% de l'énergie juste pour refroidir les machines qui sont là. Pas pour calculer, pas pour stocker, juste pour refroidir. Ce qui est complètement ridicule. D'accord ? Donc, il va falloir, dans les années qui viennent, aujourd'hui, le numérique, en général, utilise à peu près 3 à 5% de l'énergie totale de la planète. D'accord ? C'est plus que l'aérien, par exemple. L'aérien, c'est 3%. Et donc, l'impact aujourd'hui énergétique du numérique est énorme. Et on considère qu'avec la façon dont on utilise, la facilité dont on utilise aujourd'hui le big data et donc le deep learning et machine learning, on considère que 30% à peu près de l'énergie mondiale sera utilisée pour le numérique d'ici une dizaine d'années. 30%. D'accord ? Donc on va dans le mur directement, c'est la vérité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un peu attention. Donc faire un peu attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plusieurs choses qu'on peut faire. On peut réguler. Donc est-ce que c'est intelligent de faire des systèmes comme la machine de Go qui prend 440 kW ? D'accord ? Donc il y a des systèmes qu'on va pouvoir utiliser dans la médecine, peut-être, oui, pour sauver une vie, je veux bien le faire. Pour jouer au Go, il ne faut pas exagérer. D'accord ? Donc il va falloir étudier un peu ça au niveau régulatoire. Il y a aussi les choses à faire, point de vue scientifique. Donc, big data, c'est super, mais est-ce qu'on peut faire des trucs qui sont assez bons avec du small data ? D'accord ? Donc réfléchissons à ça, réfléchissons à utiliser moins de données. Et peut-être réfléchissons à utiliser moins de données à un endroit particulier. C'est-à-dire qu'au lieu de tout mettre à un endroit, peut-être qu'on peut faire, vous avez entendu parler de edge computing, donc faire du computing on the edge, avec moins de data, encore une fois ici, mais peut-être aussi avec du computing qui se trouve plus réparti. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce que statistiquement, ça marche moins bien, étant donné que si vous n'avez pas les data au même endroit, vous avez des statistiques qui sont moins bonnes. Mais encore une fois, il y a un trade-off à avoir certainement entre la quantité de données, entre la quantité de compute, et puis les résultats que vous allez avoir à la fin. Bonjour, j'ai une question. Je suis là, ici. J'avais juste une question sur quels sont les sujets de l'IA aujourd'hui et par rapport à votre poste chez Samsung, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, vous, aujourd'hui, en intelligence augmentée? Alors, je ne parle jamais de Samsung, donc je ne vais pas vous dire ça, mais par contre, les sujets qui sont intéressants aujourd'hui, et peut-être que Samsung travaille dessus, ça va être les sujets médicaux, justement. Donc, la médecine, c'est un truc important pour nous. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. D'accord ? C'est de savoir comment on peut rendre la vie plus facile pour l'humain, mais en même temps sans péter la planète. D'accord ? Donc, le sujet dont je viens de parler juste avant, de faire attention avec les datas, avec les façons dont on va utiliser ces datas et la façon dont on va utiliser le compute, donc c'est important, mais en même temps, continuons à en faire de l'IA responsable, en utilisant donc des choses correctement pour, comme j'ai dit tout à l'heure, la médecine, le transport, la vie de tous les jours pour les vrais gens. D'accord ? C'est ce que je pense qui sera intéressant dans les mois, années qui viennent. Une dernière question, quelqu'un ? Oui, bonjour, je suis ici. Vous dites qu'il faut faire attention par rapport aux datas qui sont collectées et ce qu'on en fait. Et par rapport à l'affaire Cambridge Analytica et tout ça, vous dites que ce n'est pas forcément dangereux, mais alors comment s'en protéger ? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est potentiellement dangereux. Justement, comme tous les outils, l'IA est dangereuse. D'accord ? Quand le gars a inventé le marteau, il a inventé le marteau pour taper un clou et pour rentrer le clou dans un morceau de bois. C'était bien mieux que de le faire avec la main. Maintenant, le marteau, un jour, il y a un mec qui a décidé d'utiliser pour taper sur la tête du mec d'à côté. Dangereux. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une régulation. On a dit, c'est pas bien de mettre un coup de marteau sur la tête du mec d'à côté. D'accord ? Et
pour l'IA, il faudra faire la même chose. Pour les data, il faudra faire la même chose. C'est ce qu'on a commencé à faire un peu avec RGPD. D'accord ? RGPD nous permet de dire bah, c'est pas bien d'utiliser ces data, blablabla. Les gens n'ont rien compris, parce qu'en fait, on peut contourner RGPD, c'est pas le problème. Mais au moins, la vertu d'RGPD, c'était de pouvoir dire ben, on a dit qu'il y avait quelque chose, donc les gens se sont dit oh bah, tiens, il se passe quelque chose, ça a une vertu éducative qui m'a dit se foutre à poil sur Internet, ça peut être embêtant. D'accord ? Donc au moins, j'ai compris ça. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais au moins, j'ai compris ça. D'accord ? Donc il faudra des régulations de plus en plus sur pourquoi, comment utiliser les data, et dire après aux gens, mais vous êtes responsables, c'est vos data, vendez-les. Ne les donnez pas. Dernière question, plus que 2 minutes pour répondre. Bonjour. On a maintenant quelques IA qui commencent à faire de la composition de musique et à rédiger des romans. Est-ce que vous pensez que l'on peut, de façon plus intéressante, arriver à concevoir des IA qui développent elles-mêmes des IA de façon plus optimisée? Alors non, non et non. Voilà, comme ça c'est réglé. Non, alors, les IA créatrices d'art, c'est une vaste fumisterie. D'accord ? Donc quand on nous dit « Oh là là, j'ai une IA qui a composé de la musique et qui a fait un truc comme Beethoven », eh ben, le mot-clé là, c'est « comme ». Okay ? Parce que je lui ai filé tous les trucs de Beethoven, d'accord ? Et après, il va dire bah, « Vas-y, fais-moi des trucs ». Il va faire plein de trucs. 90% va être garbage. Et puis tout à coup, il va y avoir un truc qui ressemble un peu à quelque chose, qui ressemble du Beethoven, et qui ressemble un peu à quelque chose. Oh, l'IA a créé quelque chose. Non, l'IA ne crée rien. On crée, l'IA ne crée rien. Pareil pour, j'ai un truc qui a peint la tour Eiffel comme Van Gogh. Bon, arrêtons. Okay ? Donc, non. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des IA qui vont optimiser ? C'est un peu dans la même optique que ce que je disais tout à l'heure sur les IA qui vont permettre d'expliquer. Donc oui, il peut y avoir potentiellement des choses qui vont permettre d'optimiser, mais qui vont comprendre quels sont les algorithmes et qui vont me permettre d'aller chercher des trucs quelque part pour optimiser quelque chose de particulier. Mais c'est moi qui ai lancé ce truc. Ce n'est pas l'IA toute seule qui a fait un machin. L'IA ne crée rien. L'IA ne fait que répéter, parce que l'IA est basée en mathématiques aujourd'hui, sur l'IA classique. Ce ne sont que des mathématiques, de la logique et des statistiques. Les statistiques, il faut déjà les datas. La logique, il faut les règles. Donc aujourd'hui, ces deux trucs-là, c'est comme ça. Maintenant, si demain, on crée d'autres types d'IA, une IA qui est une IA biologique, je n'en ai jamais parlé aujourd'hui, je ne parle que des mathématiques, d'accord ? Peut-être qu'on pourra faire quelque chose qui ressemble plus à notre cerveau. Aujourd'hui, les gens qui s'occupent du cerveau connaissent entre 20 à 40% du cerveau. Donc on ne connaît rien, d'accord ? Donc il n'y a pas d'IA biologique. Après, on va me dire l'IA quantique. Donc basé sur l'informatique quantique. Peut-être, là on est sur du physique. Le physique, on est plus proche aussi de la biologie. Donc peut-être qu'il y aura des choses intéressantes, mais on est très très loin. Et l'impact environnemental du quantique est absolument terrible. Il faut être à moins 273 degrés pour faire un petit calcul. C'est bon ? Merci infiniment, merci Luc, Julia. Merci à tous pour vos questions. On va libérer Luc Julia pour son meeting téléphonique. Je voulais donner la parole à Émilie Robert. Je ne sais pas où c'est qu'est Émilie. Émilie. Quelqu'un peut amener le micro, ou Émilie, tu peux te lever, s'il te plaît. Donc elle voulait justement évoquer les écoles du digital. Voilà, Christophe, s'il te plaît. Oui, simplement pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur le campus numérique, on a pour les chefs d'entreprise qui seraient dans la salle et qui auraient des besoins dans le développement web mobile ou administrateur système et réseau, il y a au campus numérique 2 formations, une niveau Bac+2 portée par Simplon, développeur web, et une niveau Bac+3 spécialisée dans la cybersécurité, une licence. Et donc il y a des alternances, il y a des apprenants qui recherchent donc des alternances en ce moment. Donc c'est le moment ou jamais, si vous avez des besoins dans ce secteur-là, de venir nous voir. Voilà, merci. Très bien. Il y avait une personne de l'IMT également qui voulait parler sur le même sujet. Je ne sais pas où c'est qu'elle est. Non ?
Bon, elle a dû partir. Merci infiniment pour être resté jusqu'au bout. C'était vraiment passionnant. On va vous demander maintenant d'évacuer l'amphithéâtre, toujours un petit peu par le haut. Monsieur, juste avant de partir, monsieur de Mazancourt vous donner un petit mot. Va rester ici uniquement les personnes équipées d'un badge pour la conférence de presse. Tu peux me redonner le canal, Jean-Claude? Oui, c'est bon. Excusez-moi, donc 2 minutes, puisque notre collaborateur n'est pas là. On a effectivement, comme vous l'avez vu, Pierre Perdiguet vous l'a présenté, de la formation par alternance à l'IMT. Donc on a dans nos spécialités d'alternance des mécatroniciens, et on a également des mécatroniciens, on en a encore pas beaucoup, mais quelques-uns, qui cherchent une entreprise qui pourrait les accueillir pour leurs 3 années de formation. Donc ils rentrent à Bac +2 et petit à petit ils se transforment en ingénieurs mécatroniciens grâce à vous et grâce à l'école. Voilà. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Merci. Merci. À la prochaine, au prochain rendez-vous Leader Alès. Merci infiniment de votre présence. Voilà, ici évacué en rangée. Dès que la rangée de devant est évacuée, vous partez les uns derrière les autres. Merci. Ouais. Et très important, ceux qui ont des badges et qui restent, mettez-vous à la même place, s'il vous plaît. Merci.